pour mener une étude analytique de ce processus qui a, il faut le dire, a commencé avec l'inscription sur la liste électorale et qui s'est achevé finalement avec la programmation des résultats ce jour même par le Conseil constitutionnel et qui donne la victoire au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 53,66%, voilà le score qui nous a été bel et bien donné par le Conseil constitutionnel. Alors, dans ce processus, on va le dire, électoral, qui a débuté, comme je le disais il y a un instant, l'inscription sur les listes électorales, puis la programmation de l'élection pour fermer totalement ce processus. Quels sont, selon vous, les points saillants qui ont marqué ce processus 2025, présidentiel 2025? Écoutez, nous sommes aujourd'hui en train de vivre une des étapes de ce processus, c'est-à-dire la proclamation officielle des résultats. Mais il faut dire que si on devrait relever des éléments assez saillants sur ce processus qui a été ouvert avec la convocation du corps électoral, il y a d'abord, et ça il faut le relever, le nombre de candidats, de prétendants, il faudrait le dire, à la candidature, qui était quand même assez exceptionnel, de l'inédit dans notre pays. Un peu plus de 80 personnes qui aspiraient ou qui avaient l'intention. Les moyens de faire valoir cette intention, c'est un autre problème, mais voir autant de personnes, ce qui avait fait dire à quelques analystes qu'il y avait peut-être même une espèce de banalisation de la fonction présidentielle dans la perception de nos compatriotes. Et après les différents tamis du Conseil électoral et les différentes étapes requises, nous en sommes finalement rendus à une douzaine de candidats. Ce qui a marqué les esprits pendant cette période, c'était justement ce nombre de candidats. Et puis, il y a aussi cette expression qui s'est invitée, peut-être pas de façon inédite dans ce processus, qui était déjà dans l'environnement politique et qui s'est finalement retrouvé dans les débats politiques avec le contentieux préélectoral, entre guillemets l'expression Yango, qui a quand même servi à alimenter l'opinion et les débats publics par rapport au contentieux sur l'investiture ou pas d'un candidat porté par les biais du Manidem. Tout à fait. Et donc on a vu, notamment puisqu'il s'agit du professeur Maurice Kamto pendant ce contentieux préélectoral, les joutes, les débats entre ayant droit ou pas du parti politique qui présentait, mais aussi d'autres candidats qui ont fait valoir un certain nombre d'arguments dans ce contentieux. Donc, voilà quelques faits inédits qui ont marqué, voilà, qui ont marqué cette période avec en toile de fond la question du mandat impératif qui était déjà dépassée puisque à côté du mandat impératif qui lui avait animé les débats avant même la convocation du corps électoral, on a finalement retrouvé cette question autour d'un parti porteur d'une candidature qui a laissé place à d'autres. Et puis, enfin, il y a eu, on a envie de dire, la qualité du déroulement du scrutin. J'avoue, pour avoir vécu quand même un certain nombre de scrutins présidentiels dans notre pays, qu'on a quand même vu une espèce de mobilisation. D'ailleurs, si on voit 2018 qui était présenté comme étant une mobilisation assez exceptionnelle de nos compatriotes, on peut se rendre compte que le taux d'abstention, même s'il reste très élevé pour ce scrutin, a quand même baissé. On est passé de 47% en 2018 à 42% en 2025. Cela montre quand même que malgré le désistement d'un certain nombre de protagonistes, notamment avec la candidature du champion du MRC qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive qui n'a pas été validé, quoique porté par le Manidem, certains avaient dit qu'ils allaient tourner le dos à ce scrutin présidentiel, mais on se rend compte que le taux d'abstention a quand même diminué. Par contre, il faut relever le nombre. Même s'il reste important. Oui, même s'il reste important, à 42%, c'est important. Tout à fait. Par contre, le nombre d'inscrits sur les listes électorales, au-delà de 8 millions, on ne l'avait pas vu avant. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme cela qu'on peut relever, je vais dire, sur des éléments un peu inédits, mais plus importants, voilà, par rapport à ce processus. Alors, maintenant, dans l'ancrage de ce qu'on va d'ailleurs appeler comme une juxtaposition des faits qui ont d'ailleurs marqué cette présidentielle qui s'achève, heureusement, on va le dire, il y a des faits tyromans, on le dit ainsi, des faits tyromans. Qu'est-ce qui a milité en faveur de ce candidat dont on ne voyait pas venir? Bon, écoutez, je ne voudrais pas revenir sur cette faible qui pourrait nous parler des voleurs et l'âne. Peut-être ce serait le troisième larron. Je veux dire, il faut peut-être détendre un peu les esprits. Nous sommes à un moment
assez important, peut-être même grave de l'histoire de notre pays, parce que chaque fois qu'on a des compatriotes qui perdent la vie, quelles que soient les circonstances, et comme on en a eu pendant ces contestations qui sont actuellement en cours, on doit d'abord s'arrêter et puis se dire que qu'est-ce qui s'est passé. Alors vous parlez de l'effet Tiroma. Le ministre Tiroma, il faut le dire, a l'art oratoire, ça il faut le dire. Non seulement il a l'art oratoire, mais il fait partie, de notre point de vue et de notre point de vue analytique, il fait partie des hommes politiques qui savent profiter des circonstances, se positionner et peut-être être là où les gens ne l'attendent pas. 35% dans une élection, en tout cas ce sont les résultats officiels, c'est déjà très important. Depuis 1992, où nous avons eu le score très serré entre le président Paul Biya et le président Ni John Fundi de regretter mémoire, on avait difficilement eu un score aussi relevé pour un candidat de l'opposition, en tout cas pour un deuxième à une élection présidentielle. Il faut le rappeler, c'est quand même le 8e mandat consécutif du président de la République. Donc, l'effet Tiroma relève peut-être du fait, et ça il faut le rappeler, qu'il y a eu des reports de voix qu'on ne doit pas contester. Il y a l'homme Tiroma qui a la capacité, il faut le rappeler, de pouvoir transformer dans ses capacités oratoires un certain nombre de situations défavorables à son encontre en situation acceptable. Et dans un contexte où nous avons, et les résultats officiels le disent, environ 47% de ceux qui ont valablement exprimé leur suffrage, qui n'ont pas été pour le candidat déclaré officiellement vainqueur, on doit reconnaître qu'il a réussi donc le tour de magie, peut-être pendant ces mobilisations, avec d'autres soutiens qu'on ne peut peut-être pas citer ou bien reconnaître de façon formelle. Il a réussi à toucher la sensibilité d'un certain nombre de compatriotes qui aspiraient peut-être à se faire entendre sur certains aspects. Donc, l'effet Tiroma relève à la fois de notre point de vue, de sa posture personnelle, mais aussi des circonstances électorales qui ont accompagné ce scrutin, avec forcément des reports de voix qui se sont fait ressentir, notamment dans les circonscriptions électorales, comme celle du littoral. Il a donc été plébiscité, on va le dire, dans 35,19% des voix. Mieux que le second de 2018 qui n'était qu'à 14, tout à fait, je crois. Tout à fait. Avec quand même près de 64% dans le littoral, ce qui est quand même assez considérable. C'est quand même très intéressant. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. D'autant de me tourner vers vous, M. Bimaï. Je rappelle, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous êtes également, vous avez dit, dans le cadre de cette campagne, dans l'Ovouri, vice-président du comité de stratégie dans l'Ovouri 5. Vous avez d'ailleurs battu campagne. Et en plus membre de la commission spéciale. Tout à fait. Bon. Alors, maintenant que nous nous apprêtons à fermer définitivement cette page qui restera dans l'histoire du Cameroun quand même, quelles sont les premières leçons qui peuvent se dégager de cette présidentielle 2025? D'abord, permets-moi, Raoul, de passer ce message au peuple camerounais. Allez-y. Et à tous les hommes politiques. Nous faisons de la politique pour essayer d'améliorer, pas pour essayer, hein, ça c'est notre devoir, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et nous ne pouvons que le faire dans un cadre de paix. Pour bâtir une nation solide, une nation prospère, le Cameroun a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. On ne peut pas bâtir un pays sur les ruines. Donc je pense que le message que je peux passer aujourd'hui à tous les Camerounais, et surtout aux jeunes Camerounais, c'est de leur dire attention, c'est vrai, tout ce que nous faisons n'est pas parfait, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour évaluer, à partir d'aujourd'hui, pour 5 jours, j'espère, moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer notre système électoral, notre façon de gérer les affaires publiques. Après avoir tiré des leçons de cette Après avoir tiré des leçons, ça c'est très important. Alors, pour revenir maintenant à l'élection présidentielle qu'on vient de vivre,
Je crois qu'il faut féliciter tous les organes en charge du processus électoral au Cameroun. Parce que vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais jusqu'au jour du scrutin, tous les observateurs nationaux et internationaux étaient au moins d'accord sur le bon déroulement du processus. Tout a changé quand jusque-là on restait dans le cadre légal. Tout a commencé à changer quand certains, à marge de la loi du code électoral, ont commencé à annoncer des résultats. Jusqu'à s'autoproclamer, par exemple, pour certains, vainqueurs de la présidentielle. Je dis que c'est dommage, mais ici aussi, ce que je pourrais aussi dire, c'est de dire, à nous qui faisons de la politique, nous devons faire attention parce que quand on part à une élection, à une compétition, il y a des règles. Si on doit contester les règles, c'est bien avant. Donc, dès qu'on s'engage dans la compétition, il faut du fair play, il faut respecter les règles, parce qu'une société sans loi, sans règles, ça ne peut pas marcher. Je peux comprendre, ça je le dis bien, peut-être qu'à un certain moment, on peut constater que des règles doivent être ajustées, corrigées, mais ça aussi, ça a son cadre et ça a son temps. Donc, globalement, je peux dire que le processus s'est très bien passé, à part cette période que nous connaissons maintenant. Alors, vous revenez maintenant sur des leçons que vous avez tirées. Ce que je viens de dire, dommage que, parce qu'on a voulu violer ou bien oublier la loi, le code électoral, c'est ça qui a créé tout ce que nous sommes en train de voir. Et je peux dire que nous devons faire très attention. Et nous sommes tous interpellés. La politique, ce n'est pas dans un pays, ce n'est pas un champ de guerre. Très bien. Nous sommes tous Camerounais. C'est bien le message que vous avez voulu faire passer. Le message que je voulais donc faire passer. Très bien. Et puis d'essayer d'avancer. Et je dis bien, aussi longtemps que tu restes dans le cadre de la loi, je crois que il ne devait pas avoir de problème. Maintenant, on va avancer. Vous gardez la parole parce que j'ai demandé tout à l'heure les leçons qui pourraient se dégager d'ailleurs de cette présidentielle, M. Bimaï. Non, les leçons qu'on peut dégager, j'ai dit tout à l'heure que les organes en charge du processus, on peut quand même... on leur accorde du crédit, avec le travail qu'ils ont eu à battre. Le travail qui a été abattu, c'est un bon travail. Les Camerounais se sont mobilisés. Je crois que il y a, à la fin, ça il faut tirer des leçons. Vous avez parlé de certaines régions, on a vu qu'il y a un certain message qui a été passé au parti au pouvoir, le RDPC. 4 régions d'ailleurs, voilà, vous avez été minoritaire. Ou par exemple, prenons le cas du littoral, où moi-même j'ai voté. Tout à fait. Le message est passé, nous avons compris le message, et je crois qu'en tant que parti responsable... Et quel est ce message? Est-ce qu'il est connu le message? Attends, non, écoutez-moi, oui. Ce message, c'est que les Camerounais ne sont pas d'accord, certains Camerounais ne sont pas d'accord avec la façon dont notre politique est menée. Et ils nous interpellent aujourd'hui. Parce que, à partir du moment où le président est élu, le chef de l'État Paul Biya, il n'est plus le président de RDPC, il est aujourd'hui le président de tous les Camerounais. Donc, le message que je peux donc dire, c'est que le Camerounais, il y a eu une espèce de vote sanction dans certaines régions. Je crois que le RDPC, en tant que parti responsable, va en tirer des leçons. Et je crois que tout ce qu'on peut faire, nous allons nous améliorer parce que le chef de l'État, lui-même, il reconnaît que beaucoup a été fait. Mais il y a encore assez d'attentes. Qui doivent être faites. Hein? Et là, le message est compris. Très bien. Je crois qu'en tant que parti au pouvoir, nous allons nous améliorer parce que tout ce que nous faisons n'est pas parfait. Très bien. Valentin Dior, je rentre avec vous maintenant pour comprendre un peu, je vais dire, pour un candidat qui très souvent était au-dessus des 70%. Les 2 dernières décennies ont démontré, d'ailleurs la dernière élection c'était 71%, et qui se retrouve à 53,66%.
il y a de quoi s'interroger avec une liste électorale qui a gonflé. On est parti de 6 millions, pratiquement un peu plus de 8 millions, avec un pourcentage d'abstention qui a diminué, un taux de participation qui est passé de 53 à 57%. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 million de Camerounais qui se sont ajoutés dans le vote de 2025. Mais ces 1 million de Camerounais ont plutôt contribué à faire baisser le chiffre que votre candidat, que votre champion, lui, il était si habitué. Alors, on peut parler d'un vote sanction, on peut parler d'une prise de conscience des Camerounais, ou alors un message qui semble être, comme le disait M. Bimaï tout à l'heure, un message qui a été fortement envoyé au candidat président. Je pense qu'il faille penser à la vivacité de la démocratie. L'idée première chez moi, c'est le peuple souverain s'est manifesté en accordant son crédit, sa confiance, déjà au chef de l'État, mais également à tous les autres, c'est-à-dire aux candidats président élu, le candidat du RDPC, le président de la République, qui a été élu ce jour par la proclamation des résultats. Il faut également considérer les adversaires qui ont eux aussi passé leur message pendant la campagne, et certains compatriotes, une partie de la souveraineté, a adhéré, a suivi ce message-là. Mais ici, il y a une évidence qui reste, qui nous interpelle, c'est ce taux d'abstention qui reste considérable. Et je pense que pour les prochaines élections, c'est là où il faut aller chercher les voix. Parce que ceux de nos compatriotes sont encore dans le besoin, sont encore dans le désir de se faire, d'être convaincus du message qui viendra du parti au pouvoir comme de l'opposition. Le scrutin qui venait de s'achever nous renseigne sur plusieurs facteurs. Je l'ai dit tantôt, la vivacité et la démocratie, mais nous interpelle aussi sur la manière dont la gouvernance, surtout au niveau local, est gérée pour certaines de nos villes qui ont connu un score pas très glorieux pour le candidat du RDPC. Cela voudrait tout simplement dire qu'il est aujourd'hui, il faille que la gouvernance locale, nos collectivités territoriales décentralisées qui contribuent à développer les politiques publiques de l'exécutif, prennent à bras le corps les véritables projets qui peuvent faire adhérer les compatriotes. Je pense que aujourd'hui, si on a ce score de 53% pour le président Paul Biya, c'est beaucoup plus sa personne qui a certainement contribué, l'aura qui est le sien et les politiques publiques qu'il est en train de conduire à partir de son gouvernement. Mais sur le plan local, je crois qu'il y a à redire, et les prochaines élections vont beaucoup plus nous interpeller à ce niveau-là. Très bien. Monsieur Bimaï, vous souhaitez dire autre chose? Oui, allez-y. Oui, non. Je voulais dire que c'est vrai, il y a ce taux d'abstention qui demeure élevé. L'implication des Camerounais à la chose publique, à la chose politique. Et nous devons tous faire des efforts. Mais ça aussi, c'est un message en politique. D'accord? Et je crois que le chef de l'État, il a dit dans sa profession de foi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer.
Vous avez vu que dans les centres urbains, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Le problème du chômage, le problème des infrastructures, techniques, sociales. Quand je dis technique, c'est le transport, même les routes, que ce soit dans nos quartiers, le poto-poto, comme je dis souvent, le transport de masse, l'absence totale. Mais là aussi, vous savez que, par exemple, à Douala, le chef de l'État l'a dit, il va mettre un accent particulier dans ce secteur-là. Et surtout aussi le problème de la jeunesse. Il a dit aussi, dans sa profession de foi, qu'il va beaucoup plus faire avec les jeunes et les femmes. Vous savez, le problème de chômage, il faut le dire ici. Le problème de chômage, ça vient du fait que le secteur industriel est encore faible dans notre pays. Et pour développer ce secteur, c'est vrai, on va nous dire qu'il nous faut des infrastructures techniques nécessaires. Les infrastructures sociales, on en a au niveau des universités. Il y a 11 universités, 400 instituts privés, etc. Mais les infrastructures sociales aussi, telles que les hôpitaux, il y en a. Mais le véritable problème aujourd'hui, le chef de l'État le sait, c'est au niveau des infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications, de gestion des déchets dans notre pays. Il a dit qu'il va mettre aussi un accent particulier là-dessus. Je pense par exemple que quand on prend par exemple le domaine des infrastructures techniques, je parlais des routes. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin des autoroutes. Je crois que la leçon est là. Le port de Douala nous a montré un modèle, de montrer que avec l'apport, avec les partenariats publics-privés, l'État n'a pas besoin de mobiliser les ressources nécessaires. Il y a des investisseurs qui peuvent le faire. Je crois que le chef de l'État l'a bien dit. Un accent particulier sera mis là-dessus. Sera également avec le chemin de fer que nous connaissons qui se porte très mal. Et il faut assurer sa modernisation. Il faut assurer son extension. Il y a au niveau de l'énergie, le barrage, il y a des barrages, il y a Natugal, et qui compte qu'on va également construire bientôt. Non, je pense que nous sommes dans une dynamique et c'est bien dit que c'est le septennat des espérances. Parce que je crois que nous avons des conditions réunies aujourd'hui pour lancer véritablement le développement du Cameroun. On verra ça. On verra ça dès la prise de fonction du 7e mandat. On verra bien. Du 8e mandat, les 7 prochaines années, on verra bien comment votre candidat va se présenter, comment notre président de la République va donc se comporter face à tous ces défis que vous venez de relayer tout à l'heure. Patrick Christian Dobo, vous êtes notre éditorialiste. On va comprendre un peu avec vous si on prend quelques scores. On a par exemple les inscrits. En 2018, on avait 6 667 754 inscrits. En 2025, on a 8 82 692 votants. En 2018, on avait 3 590 681. En 2025, on a 4 678 446. Le taux d'abstention en 2018, c'était 3 77 073. Et puis, en 2025, on a là 3 404 246 votants qui se sont abstenus. Et donc, on avait le bulletin blanc en 2018, 52 716. Et en 2025, on a tout simplement 5 826. Quelques chiffres quand même qui montrent une ascendance au niveau des chiffres, une ascendance au niveau des électeurs. Participation 53,85% en 2018, 57,76% en 2018. Sauf que maintenant, là où j'attire votre attention et je voudrais comprendre, vous avez des candidats qui ont fait un score honorable en 2018, mais en 2025, bien qu'ayant gardé la même posture, mais ont plutôt battu une chute libre. Comment on peut expliquer ça? Bon, écoutez, il faut peut-être qu'on soit clair. Je pense que la figure à laquelle vous faites allusion, clairement, puisque les chiffres sont officiels, c'est celle du porte-étendard du PCRN, notamment le candidat Cabral Libi, 6% en 2018, toujours dans la posture de troisième, et un peu plus de 3% en 2025. Oui, ces chiffres
peuvent nous amener à poser un certain nombre d'interrogations. Lorsque je vous ai décrit les perspectives qui pouvaient se dégager de l'analyse de ces chiffres tout à l'heure d'entrée d'émission, je parlais d'une certaine reconfiguration et peut-être des circonstances de ce scrutin, spécifiques à ce scrutin. Certains ont parlé de vote sanction. D'ailleurs, M. Bima vient parler pour lui et pour ses camarades du RDPC comme un vote sanction par endroit où il faudra évidemment prendre en compte un certain nombre de signaux qui peuvent se dégager de ce que nous pouvons appeler ce vote sanction. Mais pour le cas de cette régression à laquelle vous faites allusion, il faut surtout comprendre ça dans une dynamique d'ensemble. Une dynamique d'ensemble où vous vous êtes retrouvé quand même avec un certain nombre d'aspirants un peu plus importants à ce scrutin présidentiel qui ont aussi, j'ai envie de dire, divisé les voix. La concentration des voix entre le premier et le deuxième de cette élection ne s'est jamais vue de cette façon-là. Si le premier peut passer d'un taux assez relevé que vous avez évoqué en 2018 pour aujourd'hui se retrouver à 53%, regardez la différence de points qu'il y a entre son résultat de 2018 et celui de 2025. Vous pouvez projeter cette différence de points entre son troisième, qui en 2018 en avait 6 et se retrouve aujourd'hui avec 3%. Il avait 6,8% pour se retrouver à 3,42%. Alors, ce que nous avons appelé tout à l'heure le report de voix, qui a bénéficié pratiquement au deuxième, sans ignorer son bastion à lui, qui s'est révélé être effectivement dans sa région natale, il va sans dire qu'une grosse concentration de la problématique, d'ailleurs ce n'est pas nous qui le disons, j'étais très heureux de l'entendre tout à l'heure, de la bouche d'un très haut cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a des aspirations de nos compatriotes qui doivent être prises en compte au sortir de cette élection. Nous sortons d'un scrutin où les dés sont là, nous avons un résultat officiel, l'instance suprême à la matière a déclaré qui est le vainqueur, de manière républicaine et légale, nous avons à le constater et à acter. Mais au-delà du constat, au-delà de ces résultats et de cette régression, il est important de se dire que même le parti qui aujourd'hui se retrouve avec 3%, notamment le PCRN, a un certain nombre d'éléments qui peuvent n'avoir pas plaidé en sa faveur, même si j'ai tenté de vous faire comprendre qu'il y a une espèce de proportionnalité dans les régressions connues par les différents candidats qui étaient déjà là en 2018. Laissez-la aller jusqu'au bout. Alors, et pour terminer, je dirais donc que n'oubliez pas le contexte préélectoral et les batailles et parfois même les joutes politiques et verbales qui ont existé entre un certain nombre de candidats avant cette élection. Nous avons entendu par endroits le tout sauf Cabral. Cela peut aussi avoir joué sur un certain nombre d'indécis ou au moment de la concentration de ce que nous appelons aujourd'hui le vote sanction qui pourrait avoir bénéficié dans certaines parties ou dans certaines circonscriptions électorales à celui aujourd'hui qui a 35% officiellement de ces résultats. Tout à fait. Oui, allez-y, monsieur. Ouais, Raoul, je voulais dire sur ce plan-là. Vous savez, au Cameroun, quand vous voyez le SDF dans les années 90, c'est monté et après c'est la chute libre. Vous savez, la politique, ça dépend des comportements de tous les jours et de ce que vous vendez comme programme. Quand vous vendez des rêves, qu'à un certain moment, le peuple se rend compte que vous ne pouvez pas réaliser, ça je donne le cas de SDF qui a géré un grand nombre de mairies à Douala, on a vu ce qui s'est passé, le peuple a presque tourné le dos au SDF, on a eu Cabral qui est venu, un jeune, avec de grandes idées, mais là aussi on s'est rendu très vite que dans son comportement quotidien et avec tout ce qu'il y a, au fait ce n'est pas ça. C'est pour vous dire que, vous savez, nous devons faire attention et c'est ce que le message que j'aimerais aussi passer à la jeunesse. Quand on peut tout promettre tout à la jeunesse, je viens de vous dire que nous savons le véritable problème. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le problème du chômage. Ce problème de chômage est lié que dans un pays où il n'y a pas d'industrie, où on peut avoir embauché des gens en grande quantité,
D'accord? Nous sommes encore sur... c'est aujourd'hui qu'on parle d'import substitution. Cette stratégie qui pourra nous amener à produire plus, à créer des industries, à créer beaucoup plus d'emplois. Mais si vous restez dans ce qu'on faisait depuis, à vivre avec tout ce qui vient des importations, donc du commerce, vous ne pouvez pas créer des emplois. Vous avez vu que même la volonté du chef de l'État, il a été obligé d'ouvrir, d'engager 1500 quand il est arrivé. Ouais. Et puis dernièrement, je ne sais pas en quelle année, là, vers les années 2007-2010, 25 000 qu'il a fait engager. Ce n'est pas le rôle de la fonction publique. Mais tout simplement pour essayer d'aider notre jeunesse, il était obligé de le faire. Mais je dis, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour dire, nous devons faire attention. Les politiques, quand ils font leurs programmes, quand ils font des promesses, c'est ça qui arrive que très vite, le peuple comprend que ça vaut la peine de continuer avec le RDPC. C'est pour cela que vous voyez que le RDPC, on peut chuter, mais on reste quand même un peu stable au-dessus de la majorité. Oui. Puisque c'est moi qui ai introduit cette proportionnalité, je voudrais quand même aussi, à la suite de M. Bima, me dire quand même qu'il y a un petit bémol à mettre dans ce développement qu'il a fait. Parce que ce discours pourrait aussi décourager beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la politique. Et nous pensons qu'il est important d'encourager plutôt les jeunes qui, comme cela, s'engagent dans la politique. On a peut-être 2018 et aujourd'hui Cabral Libye, il y a le jeune Iran, il y en a d'autres. Notre pays, et notamment même la vie et l'environnement politique, a besoin de ces jeunes. Pour une coloration et peut-être même pour la relève. Oui, les devanciers et les pères fondateurs de cet environnement républicain chez nous, c'était des jeunes. D'ailleurs, le président Paul Biya lui-même, son engagement, le président Amadou Ahidjo, je ne vais pas remonter au Oumniobe et autres, c'était des jeunes, la fleur de l'âge. Alors, mais pour dire quand même que de notre point de vue, sur le plan analytique, je vais dire sur les premiers éléments analytiques de ces chiffres, on pourrait dire qu'au regard de l'augmentation du nombre d'inscrits sur les listes électorales, de l'augmentation du nombre de votants sur les listes électorales, peut-être que le PCRN a gardé l'ossature de son électorat. Tout à fait. Mais laquelle ossature n'a pas augmenté. 3% sur 8 millions, ou j'allais dire sur les 4,5 millions, c'est peut-être 6% sur 3 millions dans le scrutin de 2018. Donc on peut peut-être dire du PCRN qu'il a conservé son électorat, il ne l'a pas augmenté dans un contexte particulier où il y avait quand même un vote sanction qui a touché beaucoup plus le vainqueur de cette élection. Très bien. Alors, oui, Monsieur John, on voudrait évoluer peut-être pour évoquer ce vainqueur, mais qui a quand même une véritable chute libre. On est parti de 71 à 53%, je le rappelle. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une interpellation quant à sa gouvernance, dans ses profondeurs? On sait quand même que la corruption a pris de l'espace. On sait quand même que le lacisme, d'ailleurs, lui-même, il a trouvé ce mot. Il y a quelques années, il a parlé d'inertie. A pris de la proportion et du coup, on a peur de dire que on a couru le risque d'être peut-être dans un pays carré. Non, c'est pas comme ça que moi je prendrais la chose. Moi, je veux prendre la chose, ça a déjà été dit en d'autres termes ici. Il y a les voix, une dispersion de voix, il y a un taux d'abstention et il y a un candidat originaire d'une partie qui était une partie pourvoyeuse. Est-ce que ce taux d'abstention ne s'exprime pas? On a quand même 42%. Ça veut dire que les gens parlent en disant « je ne suis pas sorti ». Mais j'ai des raisons pourquoi je ne suis pas sorti voter. Là aussi, ça veut dire que j'ai refusé d'aller voter ce régime et j'ai en même temps refusé d'aller voter ses opposants. Les gens parlent. Non, en dehors des indécis, je pense qu'il faille également considérer le fichier, notre fichier. Il doit être suffisamment toiletté. Parce qu'il peut arriver aussi qu'il y a des personnes qui sont décédées, dont les noms sont restés dans le fichier. Il y en a qui sont déplacés de leur lieu de résidence et par ailleurs, le fichier n'a pas été toiletté. Donc, on peut prendre la chose dans tous ces angles-là. Mais là où moi je vais mettre plus d'accent, c'est au niveau de la question de la décentralisation. Parce que plus que jamais, ce score doit nous interpeller, c'est-à-dire le score
du président élu, ce jour, il doit nous interpeller. Il doit interpeller ceux qui ont à mettre en œuvre la décentralisation au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a l'aîné, M. Bimaï, qui parle du chômage. Oui, mais nous savons également qu'au-delà de ce chômage, les collectivités territoriales aujourd'hui doivent être pourvoyeuses d'emplois, d'une manière ou d'une autre. On peut parler de l'électricité, qui est un élément essentiel dans le développement de l'économie en général, ou des industries de façon particulière, mais un peu également, il y a des niches, des débouchés. Aujourd'hui, il y a la partie écologique qui est également pourvoyeuse d'emplois. Alors, au niveau de nos collectivités territoriales décentralisées, qu'est-ce qui est fait au vu de notre environnement qui est suffisamment riche? Le tourisme, par exemple. L'économie verte, ça existe. Et je pense que le président de la République met l'accent sur ces débouchés-là. Mais est-ce qu'au niveau de nos collectivités territoriales décentralisées, nous mettons suffisamment d'accent pour générer ces niches en termes d'emploi? C'est là où il peut y avoir problème. Donc moi, je pense que plus que jamais, au niveau central, les politiques publiques doivent mettre l'accent au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Parce que quand nous faisons l'analyse de ces résultats, les grandes villes sont ceux-là qui ont moins voté pour le parti au pouvoir. Certains, pas toutes les grandes villes, mais certains, contrairement au milieu rural, dans les zones rurales, contrairement à l'intérieur du pays, où les populations vivent de la pêche, vivent de l'artisanat de façon, des métiers de l'artisanat de façon générale. Donc, il est question, on doit plus que jamais interpeller les responsables des collectivités territoriales décentralisées. Et le chef de l'État met l'accent. C'est à ce niveau-là que la fracture sociale peut être suffisamment réduite dans nos grandes villes. Monsieur Bimaï, vous avez souhaité... Oui, je voulais dire, quant à la décentralisation, je crois que le chef de l'État, dans sa profession de foi, est clair là-dessus. Il mettra beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Et je voudrais aussi attirer l'attention des Camerounais, parce qu'il y a beaucoup, dans le programme politique même de l'opposition, on parle beaucoup de fédéralisme. En tant qu'expert, vous savez, j'ai vécu dans un pays fédéral. La décentralisation, c'est une forme de fédéralisme. Les deux renforcent la gouvernance locale. Et la différence qu'on peut dire là, au fait, c'est que au niveau du fédéralisme, les États fédérés, qui sont comme les régions ici, peuvent aller jusqu'à voter des lois. Bon, alors, quand on voit le Cameroun avec ses réalités, ses données, je pense que nous tous, Camerounais, nous devons plutôt aller vers la décentralisation. Le débat n'y est plus là. Bon, voilà. Non, je voulais seulement dire non, parce qu'il faut aujourd'hui, pour essayer d'équilibrer, pour faire comprendre aux Camerounais, il y a des gens qui sont en train de courir à partir de certains programmes, parce que ce ne sont pas des problèmes, des choses qu'on devait... il faudrait qu'on en parle. C'est pour vous dire que non, par exemple, ce problème de fédéralisme, on peut le régler avec la décentralisation. Je suis tout à fait d'accord.
D'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État, c'est dans sa profession de foi. Je crois qu'il faut donner beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources et essayer d'encadrer, avoir des lois qui permettent aux collectivités territoriales décentralisées à pouvoir avancer. Parce que c'est là où il faut agir. C'est comme on dit, l'État pense global et pour régler les problèmes des citoyens, on agit sur le plan local. Tout à fait. Et c'est là où il faut des moyens. Et je pense que le chef de l'État l'a dit aussi. Et je crois que les choses devaient s'améliorer dans ce sens-là. Alors, Patrick Christian, d'abord, nous avons constaté ces dernières heures, je voudrais dire ces dernières 48 heures, une des mesures de la liberté d'expression qui, il faut le dire, conduit à des dérives assez graves. Une conséquence également de cette élection, où certains sont sortis, peut-être blessés, je ne sais pourquoi. Et là, on peut se dire, est-ce que nos peuples camerounais ont une culture politique assez élevée? Est-ce qu'on comprend que la politique peut être un jeu? Et donc, il faut faire preuve de fair play. Qu'est-ce qui explique que dans les rues, ça boue, tel que nous sommes en train de vivre en ce moment? Alors, ça boue et ça brûle même par endroits. Fort heureusement, ce n'est pas l'ensemble du pays qui est embrasé. Mais même s'il y a une seule petite, infime partie du pays qui connaît ces violences, et surtout, nous l'avons dit dès le début de cette émission, avec des vies ou une seule vie qui s'en va, nous avons l'obligation de nous interroger profondément sur ce qui nous entraîne à ce genre de violence. Alors, vous parliez de la maturité questionnable de la politique, de ceux qui s'engagent dans ces... Et je vous dirais que peut-être pas seulement la maturité politique, mais il y a une forme de désespoir qui se lise sur les comportements de certains de ces jeunes, quelquefois même, et pour la plupart des mineurs. J'en ai vu dans des images à Galois. J'ai eu le privilège, pour le compte de la mission qui est la mienne, de faire minimalement le tour des 10 régions du pays avant ce scrutin. Ça date d'à peine un mois, en allant toucher du doigt un certain nombre de réalités dans le tréfonds de notre pays. Et donc, il est important de se dire, au moment où nous sommes en train d'analyser à chaud comme ça, là, ces résultats officiels, que ce que nous voyons dans la rue, et j'espère que la réalisation nous fait quand même voir, pour que nous prenions la mesure aperçus, oui, de ces quelques débordements importants dans notre pays. Il est important de se dire que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui sont, c'est vrai, pour la plupart manipulés, parce qu'il y a l'enjeu politique, et les hommes politiques restent que des hommes habiles dans la manipulation des consciences, et surtout pour les consciences naïves. Ce n'est pas exclu, bien sûr. Mais il y a un problème de fond. Un problème de fond qui finalement donne un terreau fertile à ce genre de discours manipulateur. Le problème de fond, certains ont évoqué ici la décentralisation, certains ont évoqué ici le chômage. Ce sont des problèmes qui ne sont d'ailleurs pas une spécificité du Cameroun. On parlait tout à l'heure des défaites ou des votes de sanction qu'on a connus dans certains grands centres urbains. Alors, moi je disais à quelques amis avec qui nous discutions il y a quelques semaines que en l'état actuel du mécontentement, de la concentration de la classe moyenne, intellectuelle dans nos grands centres urbains, habile à la critique, à la perception et peut-être même au désaccord avec certaines options de gouvernance, il va de soi qu'il était prévisible d'avoir des défaites cuisantes du pouvoir en place dans certaines grandes métropoles. Mais c'est un corps électoral unique. Et donc, on peut avoir des grosses défaites dans certains centres urbains et avoir malheureusement ou heureusement, en fonction du bord de celui qui a le résultat positif ou de celui qui a le résultat négatif, un corps électoral qui donne une majorité comme celle qu'on a aujourd'hui. Ce sont des réalités électorales. Tout à fait. Mais dès qu'on a fini de le dire, il faut aussi se dire que ces jeunes qui sont dans la rue sont, pour quelques-uns, vraiment dans une dynamique de prise de conscience. Parce que si quelqu'un se dit « j'ai donné 64% à un candidat à Douala », il n'a peut-être pas cette culture à laquelle vous faites allusion, ou bien une prise en compte de l'électorat unique. Il se dit que ces 50% en Douala lui donnent un président de la République. Tout à fait. Et malheureusement, si on tire sur cette ficelle, si on active encore sur des frustrations qui sont réelles parmi ces jeunes, on peut trouver des personnes qui sont prêtes à donner leur vie, comme on voit quelques-uns, se prêter à ce jeu malheureusement très dangereux. Merci. Mais remontons un peu plus.
dans la prise en compte de tout ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'explication. Il faudrait aussi qu'au-delà de ces aspects, chômage, décentralisation et autres problèmes quotidiens que nous vivons, que l'ordre gouvernant, en tout cas certains acteurs de la gouvernance, comprennent que le pont entre les gouvernants et le peuple doit être un pont constant. Dans une posture un peu moins belliqueuse, dans une posture un peu moins méprisante vis-à-vis de ce peuple-là, même s'il ne s'agit que de 10% de nos compatriotes, il faut les prendre au sérieux. Et je crois que c'est un des signaux importants que nous devons relever de cette élection. Parce que de façon impérative, l'heure aujourd'hui est à l'apaisement et à la réconciliation. Ce sont là les clés pour permettre à ce 8e mandat, à ce nouveau septennat du président de la République, ce sont là les clés qui lui permettront, il me semble, de mettre ce programme ou cette espérance, cette grande espérance qu'il annonce à ses compatriotes, de le mettre en pratique et peut-être de réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, en tout cas dans leur grande majorité. Parce que je tiens à le rappeler, 47% d'un électorat qui s'exprime différemment, ça veut dire qu'il y a une bonne frange de cette population qui se sent frustrée. Nous nous en tenons aux chiffres officiels. Maintenant, les démarches de contestation, de revendication d'un hold-up électoral doivent malheureusement être prouvées. Et dans le contexte camerounais, comme disent les latins, dura lex, sed lex. La loi est peut-être dure, compliquée, elle ne vous est pas favorable, mais si vous êtes républicain et que vous avez accepté le jeu républicain avec ces lois-là, vous avez malheureusement l'obligation de vous soumettre à ça. Tout à fait. Maintenant, les perspectives et les challenges sont là. Il faut donc s'appuyer sur cette, j'ai envie de dire, sur cette reconfiguration géographique de l'ordre politique. Parce que vous me permettez, on le disait tout à l'heure, quand vous voyez 50% pour le deuxième dans la Damawa, 50,33%, 64% dans le littoral, 43% dans le nord, 46%, ce sont des chiffres officiels. Ce ne sont pas des chiffres fabriqués. Et il faut être serein, il faut être sérieux, il faut être honnête pour se dire que ces chiffres-là nous demandent un changement radical de cap, même si nous n'avons pas un changement à la tête de l'État de la personne. Très bien. Monsieur Biman. Oui, je voulais aussi seulement ajouter là, comme l'exemple. Vous voyez, le système français avec la proportionnelle et puis la majorité. Oui. Marine Le Pen est en difficulté depuis, alors qu'elle pense être majoritaire, mais la loi ne lui permet pas de contrôler l'Assemblée nationale française. Et ce qui fait qu'elle doit se battre et puis attendre. Donc ce n'est pas en descendant dans la rue, en cassant et tout et tout. C'est pour dire encore sur ce côté-là que nous, les politiques, comme je l'ai dit... Est-ce que la rue n'est pas une expression? Oui, la rue, mais pas qui casse. Vous savez, vous voyez pourquoi aujourd'hui, parfois, les sous-préfets et les préfets sont parfois réticents pour laisser les gens manifester. Au Cameroun, on nous dit ici, oui, manifestez quand vous manifestez normalement, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe là aujourd'hui, on brûle, on casse, on s'attaque aux forces de l'ordre. Non, ça c'est autre chose. Moi je dis, nous apprenons tous, donnons-nous la main. Ce n'est pas la meilleure façon d'évoluer en politique. Je reviens aussi sur une autre leçon que j'ai tirée. Nous avons plus de 5 millions de Camerounais en diaspora. Mais quand on voit le nombre de Camerounais qui ont voté au niveau de la diaspora, il y a problème. Moi, je pense que le chef de l'État, d'ailleurs, c'était très bien, lors du grand dialogue en 2019, ça je crois, il y a eu toute une commission dédiée à cette diaspora. Nous devons tout faire. Je pense que le président il a ça dans son programme. Et nous aussi, nous devons réfléchir au Cameroun. Comment associer la diaspora camerounaise à tout ce qui se passe ici? C'est-à-dire à faire impliquer. Parce que pour construire ce pays aujourd'hui, nous avons besoin des ressources. Ces Camerounais de la diaspora, ils ont des ressources, ils ont des possibilités d'avoir des partenaires. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse trouver aussi une formule pour qu'elle soit impliquée davantage à ce qui se passe au Cameroun, même à la vie politique, parce que quand on voit le taux de participation, ceux qui ont réellement voté au niveau de la diaspora, par rapport à ces 5 millions de Camerounais qu'on a, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, on dit que le vote de la diaspora, c'est moins de 1%
du suffrage. Et c'est quand même assez intéressant, assez étonnant, puisque vous dites que nous avons environ 5 millions de Camerounais qui sont dehors. En fait. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le problème de double nationalité qui, à un certain moment... J'allais justement le relever. À un certain moment, qu'il faudra aussi qu'on essaie de régler le problème de la double nationalité. Mais ça aussi, je pense que, vous savez, le chef de l'État, il en est conscient. Mais parfois, un homme d'État a son timing. Il a peut-être certaines informations qu'on peut gêner celui des autres. Alors, c'est ça la question. C'est pas une confidence. Oui. Je peux vous dire, lorsque vous regardez ces chiffres, ces résultats, vous vous rendez compte que la diaspora, en tout cas pour ceux qui ont voté, ont quasiment plébiscité le candidat qu'ils espéraient être l'option de changement, avec en toile de fond des frustrations liées à cette question de double nationalité. En premier lieu, on peut avoir des questions de gouvernance après, on peut avoir des options, mais cette question de double nationalité ronge profondément nos compatriotes à l'extérieur. Certains qui estiment que même l'investissement potentiellement faisable au Cameroun ne peut pas l'être parce que la double nationalité ne leur permet pas de défendre les intérêts comme étant camerounais. Et donc c'est un problème profond. Et il va falloir forcément, lors de ce septennat, le trancher. Parce que nous avons non seulement une masse importante sur le plan du nombre dans la diaspora, mais nous avons aussi des compétences incommensurables dans cette diaspora. Il faut donc plaider pour que cette diaspora se sente à l'aise dans son pays, se sente sécurisée dans son pays et vienne investir pour le développement de son pays. Certes, bien évidemment, on nous dira sans doute que dans la politique du chef de l'État, il y a un certain nombre de programmes pour faciliter le retour et l'implémentation de ces investissements de la diaspora. Mais la question de la sécurité, à la fois judiciaire, sociale, se pose parce que la question de la double nationalité ne leur confère pas un certain nombre de droits. Alors, très bien. On va maintenant aller dans les perspectives, les derniers instants qui nous restent. C'est pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut corriger maintenant pour que cette cohésion sociale demeure très, très, très forte. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour qu'il y ait cette réconciliation, vous l'avez si bien dit, entre les dirigeants de ce pays et leur population. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun se porte mieux? Ça, nous sommes en train d'y aller vers les perspectives maintenant. Monsieur Pimaï. Oui. Les chantiers sur lesquels le chef, sur lesquels le président de la République devait s'apaisantir. Oui, je pense que, en concertation avec l'opposition camerounaise, il faudrait qu'on essaie de revoir le code électoral. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Je crois qu'il faudrait l'améliorer et arriver aussi, par exemple, à un bulletin unique, parce que j'ai vu, il n'y a pas que... Il y a eu des pratiques de l'opposition incroyables, des achats de conscience. C'est pas de mon parti. Il y a des choses aujourd'hui, c'est trop compliqué. Donc, ce problème de la corruption qui est rentré jusqu'au niveau des élections, là-bas, on a vécu ça, par exemple. C'est pas seulement, on attaque toujours le RDPC, c'est pas toujours le RDPC. Nous sommes d'accord qu'il faut donc améliorer le code électoral à travers un travail consensuel, qu'on arrive à voir les résultats après 48 heures, comme en Côte d'Ivoire là-bas, et ça c'est possible, le Cameroun c'est un pays moderne. Je pense que le chef de l'État a cette mission, a aussi, avec sa sagesse, il peut nous permettre aujourd'hui de corriger beaucoup de choses, parce que pendant longtemps il a mené des combats visibles et invisibles que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec son expérience, et avec l'apport de tous les Camerounais, nous pouvons arriver à avoir un code électoral qui pourra nous permettre d'avoir des élections apaisées et après 48 heures, par exemple, de pouvoir avoir les résultats. Ça, c'est pour le politique que vous êtes. Ça, c'est pour... Bon, voilà. Pour le côté politique, je crois que nous devons aujourd'hui nous donner la main. Nous qui sommes là, je tends la main à nos frères amazoniens de comprendre que on ne peut pas continuer à régler avec les armes des problèmes politiques.
il y a eu le grand dialogue national. Je crois que de notre côté aussi, le chef de l'État, on doit continuer à chercher ses moyens. Et même ce qui se passe maintenant avec le ministre Tiroma, que je respecte beaucoup, avec 35%, hein, c'est quand même quelque chose de fantastique. Qui a fait gagner votre champion en 92. Hein? Bon, voilà. C'était autour des alors aujourd'hui, sauf que il est allé un peu loin, peut-être aussi avec certains conseils, mais je pense qu'aujourd'hui, donnons-nous la main, il faut dialoguer, parce que nous avons besoin d'un climat apaisé. Vous savez, il y a au niveau des investissements ce qu'on appelle le risque politique. Vous savez, quand vous passez le temps à vous battre dessus, à vous donner des coups entre les hommes de pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, conséquence, le risque politique monte et vous ne pouvez pas avoir des investisseurs. Et quand même bien vous avez des investisseurs, l'argent commence à coûter trop cher. Donc je pense que pour l'intérêt de notre jeunesse, parce que nous voulons construire notre pays, nous avons intérêt à nous donner la main, parce que je pense que le Cameroun a besoin de tous ses enfants, à travers les débats. Et c'est la chance qu'on a. On a des Camerounais bien formés. Et aujourd'hui, il faut le débat. Ça, c'est d'accord. Il faut vraiment le débat. Il faut mettre certains sujets sur la table. Et quand on est convaincu, quand les règles de jeu sont fixées, on y va. Et je crois que tout le monde trouve son compte. Et maintenant, le véritable problème, le problème de notre jeunesse. On doit mettre un accent particulier dessus. Ça, je l'ai dit. C'est à travers aussi les collectivités territoriales décentralisées. Les cadres de vie de ces populations. Quand vous voyez des conditions dans lesquelles nos populations vivent, avec des routes pratiquement impraticables en saison de pluie, le poto-poto, en saison c'est la poussière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a l'insécurité. Vous savez, on crée des zones invivables dans nos centres urbains et avec des citoyens qui deviennent des déréglés, ils sont dans du chanvre et tout. Donc, je crois que le chef de l'État a bien dit dans sa profession de foi, il va mettre un programme là-dessus. Et nous devons donc tout faire pour améliorer tout à fait la gouvernance locale et même la gouvernance au niveau national. Parce que la corruption, heureusement que dans sa profession de foi aussi, le chef de l'État l'a dit, cette fois-ci, le combat contre la corruption sera sans merci. Les gens vont rendre gorge ceux qui détournent l'argent de l'État, ceux qui privent les populations de certains investissements. Ce n'est pas du tout normal. Je crois qu'il y a des choses à faire. Et je vais terminer avec la justice. J'espère que le chef de l'État aujourd'hui, pour les investisseurs qui viennent investir chez nous, qu'on essaie de voir au niveau de la justice que les délais, surtout au niveau des affaires, maximum 3 ans dans une procédure, qu'on sorte, qu'on quitte là-bas. Je vous donne un exemple. Je suis contre le groupe Bolloré depuis une dizaine d'années. On tourne en rond. On peut aller soudoyer à gauche, à droite. On tourne en rond et tout. Non, personne ne peut l'accepter, au fait. Quand un investisseur vit ça, le pays n'est pas attractif. Donc, je pense que le chef de l'État a de véritables chantiers sur le plan de la justice, sur le plan de la gouvernance locale, la gouvernance au niveau national, sur les infrastructures technique. Il a parlé des routes. Moi, je parle, on va régler des routes au niveau national. Aussi, au niveau de nos quartiers, là, au niveau des centres urbains, le problème d'eau potable, le problème d'énergie. Parce que vous savez, quand vous vivez dans les ténèbres, vous êtes dans l'insécurité. Il y a tout ça. Il y a le problème des déchets et tout. Ça veut dire que les collectivités territoriales décentralisées doivent avoir beaucoup plus de moyens. Mais seulement ici aussi, il faudrait que l'État soit très, très regardant. Parce que si les maires aussi peuvent s'amuser à faire de n'importe quoi, par exemple, ça ne peut pas donner, au fait. Le rôle de l'État, ça, c'est ça la décentralisation. On met des moyens au niveau des collectivités territoriales décentralisées et l'État veille avec peut-être l'approche qu'on a dit, l'approche citoyenne, là, avec le contrôle citoyen, pour veiller à ce que ce qu'on a dit, que ça sera fait dans une commune, que cela soit fait. Je crois que c'est là où nous devons aller. Des contrôles peut-être a priori, même si des gens parlent des contrôles a posteriori, mais des contrôles a priori pourraient peut-être diminuer la teneur de cette corruption. Alors, Valentin Diop, on parle des chantiers qui pourront intéresser le futur président de la République, on va dire le futur ancien président de la République, les chantiers qui pourront être mis sur la table de ce dernier pour que
la réconciliation avec son peuple. N'oubliez pas que le seuil de la pauvreté au Cameroun n'ont pas d'environ moins de 500 francs. Moins de 500 francs la journée. Vous avez 70% de jeunes diplômés qui sortent chaque année, qui ne trouvent pas d'emploi. C'est quand même un problème sérieux. Et la plupart de ceux-là se retrouvent dans ces actes de vandalisme que nous vivons ces derniers temps. Il y a quand même des solutions à prendre. Oui, il y a des solutions. Je pense que le président de la République a amorcé déjà la marche vers ces solutions. C'est renforcer les infrastructures. L'offre énergétique, on l'a déjà dit ici, avec les différents barrages en construction ou déjà en état de fonctionnement, qu'on ressente dans nos ménages l'existence de cette offre énergétique existante. Hein. On sait, il y a les barrages. Alors, quelle est la conséquence? C'est qu'on ne souffre plus de délestage. Comment est-ce que le Camerounais lambda devra vivre cela? Qu'il ait de l'électricité. Et quand on a de l'électricité, on a le développement industriel, on l'a dit déjà, les routes. Et les routes ici, c'est à tous les niveaux. Monsieur Bima l'a dit, dans les fonds les tréfonds de nos quartiers, qu'on est quand même à faire les reprofilages s'il n'y a pas de goudron. Aussi dans nos zones rurales, les routes communales, qu'on mette de l'accent, parce que nous savons tous, si nous vivons, ceux qui vivent en ville, c'est la mamelle nourricière vient du village. Et il faut que ces populations-là, là-bas à Amselam, qu'elles puissent, le planteur du village puisse avoir de quoi, une route qui faciliterait l'écoulement de sa production, pour qu'elle puisse arriver facilement en ville. Donc je pense que c'est tout cela. Nous sommes là dans la mise en œuvre des suprastructures qui permettent véritablement... Pour vous, la clé, c'est l'implémentation véritable et réelle de la décentralisation. Oui. En essayant de mettre tout entre les mains des collectivités territoriales décentralisées. Oui, je pense que, à ma qualité de conseiller municipal, je vois en la décentralisation l'incubateur de développement. Si les populations locales s'y mettent aussi, parce qu'on peut tirer sur les maires, mais ils feront peut-être n'importe quoi si les administrés ne sont pas intéressés par ce qui se fait dans les collectivités territoriales décentralisées. Au-delà de ce que le pouvoir central a à mettre en place, à implémenter les politiques qui viennent du sommet, mais le transfert des ressources et des compétences doit continuer à s'améliorer au niveau local pour que cela donne suffisamment de moyens. Parce que si l'État, si le président de la République a pensé que la décentralisation serait le socle de développement de notre pays, et je pense qu'il faille encore accélérer cette décentralisation en y mettant suffisamment de moyens, mais également lors des investitures, à penser aux hommes qui peuvent porter ces projets-là. Parce que, est-ce que nous sommes suffisamment outillés pour gérer les collectivités territoriales décentralisées? Là aussi, c'est un autre questionnement. Très bien. Patrick Christian, d'abord, au terme d'un processus électoral qui donne d'ailleurs vainqueur le président Paul Biya avec 53,66% de voix, l'éditorialiste d'ailleurs que vous êtes, est-il satisfait ou tout simplement vous avez comme impression qu'il y a un goût d'inachevé? Alors, je ne sais pas si le goût d'inachevé devrait se focaliser sur le processus électoral ou sur les enjeux autour de ce processus électoral. Je voudrais, puisqu'on arrive au terme de cette émission, c'est bien dommage, quelques soucis technologiques, vous me permettrez de le dire à votre place, ne nous ont pas permis d'avoir le professeur Claude Abbé, qui en tant que sociopolitiste, aurait certainement apporté un regard
un peu différent, Tout à fait. n'est-ce pas, de la lecture journalistique et éditorialiste que nous faisons aujourd'hui. Mais je voudrais dire, je le prendrais comme un verre à moitié plein et à moitié vide. Vite. Un peu de goût d'inachevé par rapport à ces violences qui peuvent nous laisser croire que on aurait pu gérer différemment cette situation. Un verre à moitié plein parce qu'on peut se dire, il faut le reconnaître, que jusqu'au soir du déroulement du scrutin, tout le monde s'accordait, comme le disait M. Bimaï, à reconnaître que le scrutin se déroulait dans de bonnes conditions, au-delà de quelques désagréments, peut-être même pas des valeurs, je vais dire des dysfonctionnements, je préfère les appeler comme ça, peut-être pas mineurs, mais qui n'étaient pas de nature, nous disent les organisateurs et les observateurs, à perturber le scrutin, à mettre en péril la globalité du scrutin. Ça, c'était jusqu'au 12 octobre au soir, où on a vu les compatriotes attendre jusqu'au dépouillement, compter et avoir, en partant des bureaux de vote, à peu près une idée de ce que les suffrages avaient ressorti des urnes. Dès qu'on a fini de le dire, il faudrait dire que la partie qui peut laisser transparaître le verre à moitié vide, et donc ce sentiment de n'avoir pas fait les choses différemment, cela relève aussi de l'économie et notamment de la technologie, qui est aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse, de notre développement économique, de notre positionnement même à l'échelle continentale, sous-régionale et même internationale. Cette technologie doit être aujourd'hui un allié incontournable dans toutes nos stratégies, qu'elles soient industrielles, agricoles ou de gouvernance. Parce que cette technologie nous aurait évité d'avoir ce genre de frustration, de violence, de manipulation qui nous mettent aujourd'hui dans ces images que nous avons vues, dans ces violences qui nous font perdre de façon, j'ai envie de dire, inutile des compatriotes. Tout à fait. Oui, nous n'avons pas besoin de 2 semaines pour avoir ces résultats. Le Cameroun est doté d'intelligence, de moyens, et peut même faire face à ce besoin technologique. Nous avons ce code électoral depuis un bon nombre de temps. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Vous laissez le vide, il se remplit de malinformation, de désinformation et même de falsification, comme on a vu dans certains cas. Et cela annihile les efforts de transparence ou bien les petites avancées que nous avons. Tous les camps s'accusent. Et qu'est-ce que ça nous donne? De la suspicion généralisée. Nous n'avons pas besoin de laisser cette technologie à notre portée alors que nous avons des compatriotes, et notamment de la diaspora. Je ne parle même pas des compétences locales qui peuvent nous donner la possibilité, et même en une journée, en 2 jours, d'éviter d'avoir cet espace occupé par autant de manipulateurs. Nous en avons vu des cas. Alors, c'est aussi une leçon à tirer et un sentiment de frustration dans cette façon de faire et dans ce processus qui s'achève. Lorsque je parle de la technologie, je mets cette technologie dans les besoins de l'économie. Notre économie ne peut pas se développer si nous ne prenons pas la technologie à bras le corps. Nous serons des analphabètes de l'économie mondiale si nous ne faisons pas de cette technologie un appui. D'ailleurs, les jeunes en demandent. Et les jeunes sont là. Ils sont même formés. Ils inventent. Ils innovent. Approprions-nous cette technologie pour commencer à toucher nos problèmes électoraux, économiques et sociaux. Alors, parlons de l'économie. Vous pensez que vous allez attirer qui lorsque l'injustice plane? Et beaucoup de ces jeunes que vous voyez dehors parlent d'injustice parce qu'ils estiment qu'une certaine frange, une certaine élite s'accapare des biens, non seulement spolie ses biens, détourne les deniers publics, le sempiternel problème de corruption, et à la fin, nargue même cette jeunesse qui est dans le besoin, qui est dans l'indigence, j'allais même dire. Il faut effectivement que notre économie s'appuie sur des valeurs, des mœurs qui semblent nous échapper. Et nous construisons une société d'un civisme, une société
criminels, des esprits criminels sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan physique. Tout à fait. Alors, lorsque j'ai fini de le dire, je voudrais dire, moi j'ai eu la possibilité de faire ce chemin par la route 1 mois avant ce scrutin de toutes les 10 régions. Pour vous imaginer que vous pouvez faire de Ngaoundéré à Garoua 12 heures de temps sur un trajet d'à peine 3 heures, 300 km. Encore que 12 heures, c'est que vous êtes heureux de l'avoir fait. Quand on s'imagine le volume de transactions, de transport de marchandises et de biens de personnes qu'il y a entre cette partie, le nord du pays, avec des pays voisins, nous nous injectons, nous nous tirons des balles dans le pied. Parce que autant de milliards détournés de deniers publics ne devraient pas être des éléments qui auraient pu nous faciliter la tâche dans ces besoins. Lorsqu'on voit le nombre d'emprunts que notre économie fait à l'extérieur, alors que ces ressources sont possibles d'être mobilisées à l'intérieur, on se pose des problèmes. J'ai parlé des routes. M. Bimaï parlait des infrastructures, effectivement. Tout à fait. J'ai parlé de la corruption. J'ai parlé de l'insolence de la classe dirigeante et d'une certaine élite qui s'accapare parfois des biens. J'ai parlé de l'injustice sur tous les plans. Et d'ailleurs, même pour assurer les investisseurs qui viennent de l'étranger. J'ai parlé des mœurs. J'ai parlé aussi de l'écoute de ces populations. Il faudra peut-être écouter encore un peu plus cette population et surtout ces jeunes qui sont manipulables. On parlait autant de ces jeunes manipulables par Boko Haram dans l'extrême nord. On parlait de ces quelques jeunes manipulables à travers les fractions de dissidence dans les parties nord-ouest et sud-ouest de notre pays. On peut parler aussi de ces jeunes qu'on retrouve dans ces rues. Il faut pouvoir toucher le problème là où il se trouve. Et enfin, moi je voudrais insister là-dessus, notre diaspora. On dit donc que tant que ces choses ne sont pas réglées... Notre diaspora, puisque nous parlons des chantiers, puisque nous parlons des perspectives, oui, nous avons donné 7 mandats au président de la République. Le conseil électoral... 7 mandats, je veux dire 7 mandats précédents. Le conseil électoral lui donne aujourd'hui un 8e mandat avec un électorat à 53%. C'est notre loi. Nous devons être républicains, nous devons acter, mais nous devons lui dire que nous attendons peut-être un peu plus de ce mandat que tous ses précédents mandats. Et c'est à ce prix qu'une véritable paix peut être envisagé dans notre pays. Et qui fera votre satisfaction. Voilà. Très bien. Alors, on est probablement déjà en train de sortir ce programme. Monsieur Bimaï, alors, cette victoire donc, du président Paul Biya peut-elle susciter un changement d'onde, je voudrais dire, de paradigme de ces prochaines années? Puisque, paraît-il qu'il y a eu un message qu'il a peut-être dû décrypter de façon claire. On a donc gardé l'espoir que la victoire qui vient de lui être donnée par le peuple camerounais va forcément changer de paradigme. Oui, je crois que c'est le septennat des grandes espérances. Vous savez, donc... Encore que dans votre parti, il y a bien les gens qui aiment bien les mots. Hein. Non, c'est pas seulement de mots. Grande ambition, grande réalisation, je ne sais pas quoi encore. Maintenant, on est aux grandes espérances. Bon, ben, ça, on vous connaît bien. Non, je pense que c'est très sérieux. On peut espérer. Il y a des grandes espérances. Je crois que le chef de l'État, maintenant qu'il a été voté, il est le président de tous les Camerounais. Laissons-le travailler. Faisons-lui confiance. Et que tout le monde aujourd'hui le comprenne que sans la paix, parce que vous vous dites qu'il faut bâtir la paix plus tard. Non, moi je dirais il faut bâtir la paix même à partir de ce soir. Et pour le faire, il faut un climat apaisé, il faut une réconciliation, il faut qu'on accepte la décision du Conseil constitutionnel. C'est ça la loi. C'est décidé, c'est décidé. Je souhaiterais que tous les politiques vraiment se mettent aujourd'hui derrière le chef de l'État. Parce que même quand on est opposant dans un pays, un opposant veut dire seulement que c'est quelqu'un qui doit tout casser ou bien qui doit dire non à tout. Non. L'opposition aussi contribue à sa manière à la construction du pays. À travers les idées, à travers les débats, c'est pas seulement... À condition qu'on lui permette aussi. Oui, mais ici quand même que... Aussi. Mais non, attendez. Vous savez, même ceux qui sont partis là, ils ont été avec le chef de l'État. Le chef de l'État a toujours gouverné avec l'opposition. Que ce soit l'UPC, le MDR,
l'ANDP, l'UNDP, bon, sauf le SDF qui avait refusé, le chef d'État a toujours tendu la main à l'opposition. Même, il y a deux anciens alliés, nos anciens partenaires qui nous ont lâchés. C'est eux qui nous ont lâchés, ils n'ont pas été chassés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donnons-nous la main. Maintenant que le chef de l'État vraiment s'est tranché, il faut faire un appel à l'apaisement, à la paix, demander à ces jeunes-là de comprendre que voilà, nous aussi, nous les papas, le chef de l'État, le premier, nous avons compris le message. Ils ont des problèmes sérieux. Nous allons nous battre. Et je crois que c'est ce que souhaite le chef de l'État. Le chef de l'État aimerait nous laisser un pays où vous, les jeunes là, quand vous réclamez de tout prendre en main, non, nous vous préparons tout pour que vous puissiez développer, faire développer ces pays demain. Mais vous ne pouvez pas le faire dans la casse. Donc, moi je pense que s'il vous plaît, débattons, ne combattons pas. Donnons-nous la main. La politique, ce n'est pas ce qu'on voit là, brûler, casser et tout. Parce que je peux me répéter, on ne peut pas construire un pays sur les ruines. C'est vrai, parfois on ne peut pas être d'accord, mais il faut parfois l'accepter. C'est ça la vie, hein, c'est ça aussi la loi. Ça c'est dur. Aujourd'hui, moi, je dis à mon ami Thiroma, que je connais bien, c'est un ancien cheminot. Hein, c'est quelqu'un avec qui je sens souvent, je le connais, c'est quelqu'un quand même qui aime aussi ce pays, qui soit arrivé jusque-là. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est les conseillers? Parce que vous savez, hein, il y a dans un groupe, je le connais, je pense qu'il va se ressaisir, même à partir de ce soir, qu'il tende la main au chef de l'État, et qu'ils comprennent que nous avons un seul objectif, c'est de construire ce pays. Ce qui nous divise ne devrait pas être plus fort que ce qui doit nous unir. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la Constitution nationale, dans la paix. Et pour cette jeunesse-là, au fait. Parce que sinon, même lui, si ce n'est pas le cas, cette jeunesse va se retourner contre lui demain, même si les présidents, par exemple, on va l'avaler. Il faut faire attention. Nous avons compris le message. Et quand je dis nous avons, hein, je pense que toute la classe politique. Et tout à l'heure, je n'ai pas voulu décourager les jeunes, mais j'ai voulu seulement dire aux jeunes que, attention, la politique n'est pas aussi facile comme... Soyez mesurés. Bon, soyez mesurés, et acceptez parfois d'apprendre, parce que vous savez, c'est vite fait, hein, vous avez cité le cas de Paul Biya dans sa jeunesse, mais oui, eux, ils ont eu un cadre pour pouvoir évoluer, apprendre, pour aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je dis, la politique, c'est assez compliqué. Vous savez, gérer les hommes, ce n'est pas du tout facile. Surtout un pays qui est parti de 82, de 9 200 000 habitants à une trentaine de millions aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile. Le président Aïdjo prend le pouvoir à 36 ans, le président Paul Biya prend le pouvoir à 49 ans, tous étaient quasiment jeunes. Le ministre Bellobo Barbagari, à 25 ans, était déjà secrétaire général du ministère des Forces armées. Et là, nous sommes en 1972. Donc, à un moment donné, ce sont les jeunes qui ont pris ce pays à main. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas avoir ces jeunes-là prendre ce pays à main? Valentin Joe, peut-on garder l'espoir donc d'un profond changement qui puisse forcément réconcilier les dirigeants et leur population? Nous sommes dans le changement depuis 1982. Et si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est justement parce que le président de la République a mis l'accent sur le changement. Et je pense qu'il va continuer à amorcer ce changement parce que lui-même, comme il le dit, le bien-être des Camerounais est sa priorité. Et il axe ce bien-être sur la femme et la jeunesse, qui sont le socle de notre société et l'avenir. Alors, le président de la République, je pense qu'il a dit, dans l'une de ses sorties, quand l'élection est derrière nous, il faut penser l'avenir. Et l'avenir se fait avec tous les fils et filles de notre pays, de notre nation. Les violences post-électorales sont souvent l'œuvre de l'instrumentalisation de certains hommes politiques. Je pense que aujourd'hui, avec la proclamation des résultats, on va revenir à la raison, la charge émotionnelle va baisser, vu que chacun
sait déjà qui est officiellement reconnu comme élu par le peuple souverain. Et demain, c'est le travail. Et je le dis, l'avantage qu'on a au sein du RDPC, on est souvent surpris, les gens sont souvent surpris des victoires du RDPC. Le processus ne commence pas avec les élections, le processus commence bien avant. La résultante de cette élection émane du sommet politique, du renouvellement des organes de base et par la suite de l'élection du chef de l'État par le peuple souverain. C'est là où naît la victoire du RDPC. Votre champion a dit, si il obtenait cet tenant, il allait le consacrer davantage à la jeunesse et aux femmes. Oui. On attend de voir s'il sera effectivement en œuvre. Nous avec. Patrick Christian, peut-être avant on va sortir avec vous. Oui, vous sortirez d'Irembo. Nous sommes en train de sortir. Non, moi, je crois, j'ai presque tout dit. J'ai tout simplement dit qu'aujourd'hui, un seul message, la paix. La paix, la paix. Et la paix. Et que nous comprenions que de l'autre côté aussi, nous, je dis aujourd'hui, le président Paul Biya n'est plus le président de la RDPC. C'est le président des 53,66% qui l'ont voté, plus les 46, aussi, là, 35 qui ne nous ont pas voté, ou bien tant combien. Donc aujourd'hui, nous devons nous donner la main, et comme je l'ai dit, les autres acteurs politiques, ils doivent comprendre que nous sommes ensemble, nous avons un seul objectif, c'est de bâtir une nation prospère. Merci beaucoup. Et donnons-nous la main. Monsieur Bimaï, Patrick Christian Domo, nous vous écoutons. La relation parle à vous. Alors, le point sur lequel j'aimerais sortir, c'est le point, bien évidemment, tout le monde parle de paix. Et il n'y a pas un seul Camerounais qui ne soit pas épris de paix. Et on pourrait même dire, au-delà de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, des contestateurs, au-delà des malfrats qui s'associent à ces marches et qui malheureusement nous créent ces situations dramatiques, la majorité, la quasi-totalité même des Camerounais, nous sommes un peuple épris de paix. Mais la paix peut vaciller quand il y en a qui concentrent les ressources pour eux et qui en plus font preuve d'insolence dans le rapport et la gestion avec les autres. Le président Biya, depuis son accession au pouvoir, a proposé à ses compatriotes un programme sur le libéralisme. On a appelé le libéralisme communautaire. Si vous lisez cet ouvrage, en tout cas, moi, de mon point de vue, mais c'est un programme magnifique. Comme la majorité ou bien la plupart des textes que nous avons souvent au Cameroun. Mais le problème, c'est l'implémentation effective. De 1996, la décentralisation, à nos jours, nous en sommes encore au balbutiement, aux prémices même de cette décentralisation. Le candidat Issa Chirouma, déclaré aujourd'hui deuxième avec 35%, il connaît le système. On l'a vu souvent à l'œuvre défendre, mais alors, bec et ongle, les prérogatives républicaines, constitutionnelles et surtout la souveraineté de notre pays. Nous avons eu, nous, personnellement, l'occasion souvent d'échanger avec lui dans des contextes assez difficiles pour notre pays. Le problème, et d'ailleurs, il a dit, ce n'est pas nous qui le disons. Il me semble que cette candidature et ce désistement de cet alliage avec le président de la République revient du fait des incompréhensions et des insolences entre eux, commis d'État, qui peut-être l'auraient éloigné de la possibilité de concertation avec le chef de l'État. Il faut se le dire, c'est des vérités. Et pour sortir, nous allons vers les législatives. Ce que moi je souhaiterais, c'est que nous ayons cette paix. Mais une paix qui soit construite sur la prise en compte des aspirations de la majorité et même de cette minorité qui n'a pas voté pour le président de la République. Première des choses, nous avons eu des inscrits qui ont augmenté de 6 millions à pratiquement 8 millions pour ce scrutin. Nous avons encore la possibilité, au regard du potentiel que le Cameroun a, lorsque les inscriptions seront rouvertes, d'augmenter encore ce nombre avant les législatives. Et que ces résultats de cette présidentielle soient un signal d'alarme et permettent à nos compatriotes d'aller effectivement choisir les représentants locaux lors de ces scrutins législatifs et municipaux qui arrivent. Parce que
le vrai développement se fait par les collectivités territoriales décentralisées. Et il faudra donc, pourquoi pas, imposer aux partis au pouvoir une espèce de cohabitation, si jamais l'opposition arrivait à avoir la majorité lors de ce scrutin, parce que ça relève de l'ordre du possible. Si nous avons aussi une concentration, et d'ailleurs un contrepoids de pouvoir, en tout cas nous ne sommes pas acteurs politiques, nous ne souhaitons pas qu'il y ait un contre-pouvoir, mais nous souhaitons qu'il y ait une expression assez visible de nos compatriotes dans leurs choix, et que ces choix, comme nous l'avons vu, par exemple pendant cette présidentielle, nous avons vu des basculements. Si cela peut participer à dynamiser davantage le jeu politique dans notre pays et nous donner des gages d'une maturité progressive de notre démocratie, il me semble qu'on aura tous gagné. Mais je termine en disant que la paix doit se construire sur la capacité à faire ressentir la redistribution des fruits de notre pays à tous les acteurs et à tous les fils de ce pays. Très bien. Nous rappelons qu'il y aura une autre élection le 30 novembre prochain. Ça sera cette fois-ci les élections régionales qui se préparent déjà activement à l'élection de Cameroun. Et même d'ailleurs, les différents quartiers généraux des partis s'y mettent pour ceux qui sont concernés. Nous allons remercier le panel de ce soir tout en félicitant le président de la République qui est réélu pour un mandat, un 8e mandat consécutif pour 7 ans à la tête du Cameroun, tout en espérant que les 7 prochaines années seront des 7 années de changement brutal, on va dire brutal, dans ce pays où forcément le peuple va se réconcilier, non seulement avec ses hommes politiques, mais avec le patriarche président. De toute façon, bravo monsieur le président, et le Cameroun vous régate. Merci à vous Valentin Ndior, je rappelle, homme politique, anthropologue. Merci à vous Jacques Bimaï, homme politique, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vice-président du comité de stratégie de la campagne du candidat Paul Biya dans le Voirie 5. Il a même également été membre de la commission spéciale de campagne dans le Voirie 5. Merci à vous, Patrick Christian Dobo, directeur de l'information à Dash TV, éditorialiste. Nous a fait d'ailleurs beaucoup de plaisir à nos assistants d'ailleurs ce soir. Nous voulons remercier toute cette équipe technique qui ont travaillé après-midi pour mettre en musique, je voudrais dire, cette édition spéciale. Nous avons eu le souci d'équilibrer ce plateau, mais vous allez constater quelques absences nous ont fait mal, mais qu'à cela ne tienne, vous avez obtenu l'essentiel de ce qu'on a voulu faire. Nous parlions là des leçons de la présidentielle d'octobre 2020.